Bonjour à tous. Je vous accueille dans un endroit qui est un peu particulier, mais j'ai trouvé que c'était bien de vous montrer concrètement un aboutissement d'un projet qu'on a porté. On est dans une entreprise, Rocle, qui appartient à un groupe Chamatex, qui est un entrepreneur de chez nous, de notre région, et qui se bat pour défendre du textile made in France. Je vous avais déjà parlé de lui parce que sur la période du premier confinement, quand on avait décidé de distribuer un masque à chaque habitant de notre région, j'avais travaillé avec Gilles parce que je ne voulais pas qu'on passe par des entreprises chinoises. Et c'était par l'intermédiaire de Gilles Réguillon et de Chamatex et une autre entreprise de notre région qu'on avait pu fabriquer des masques. Aujourd'hui, avec Gilles, on a un deuxième projet sur lequel on l'accompagne, qui est la fabrication de chaussures de running faites en France pour la première fois depuis 30 ans, parce que la quasi-totalité des chaussures de running sont fabriquées en Chine ou au Vietnam. Et le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est celui-là. C'est un tout petit bout de tissu, mais qui représente un vrai espoir. C'est un masque extrêmement technique, qui est un masque de sport, qui a été testé par des sportifs. Nous, on l'a accompagné avec la région pour faire cet investissement. Et il permet de courir à pied, de faire du foot, de faire du tennis, d'être en salle de sport, en étant protégé, avec un masque dont les qualités de protection ont été menées, qui permettrait de réouvrir les salles de sport, de pouvoir faire du sport dehors, tout en étant protégé. C'est un projet que la région a soutenu et ça me faisait plaisir parce que juste avant de vous retrouver, on a lancé ce projet qu'on a accompagné. La ligne de machine qui est derrière moi a été fabriquée en France avec le lien de Bosch, une entreprise qui est dans le Massif central, développé avec 7 entrepreneurs d'Ardèche et le tout sur un projet qui est dans l'ouest de Lyon, fait avec Salomon, qui est une entreprise des Alpes. Et ça me fait plaisir. Et Idam le pion aux Chinois, parce que c'est les premiers à sortir ce projet. Donc je vous en reparlerai. On va vraisemblablement en acheter un certain nombre et les diffuser sur les clubs de sport de notre région. Alors, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions. Merci à tous de m'en avoir adressé. Il y en a dans des registres très divers. Je suis content d'ailleurs de vous retrouver parce que j'aime bien cet exercice où vos questions sont assez directes. Elles me permettent de voir aussi ce qui vous importe, vos réactions les uns et les autres sur les quelques sujets. J'ai une première question de Marie-Lise qui me met « Pensez-vous que votre réunion avec le Premier ministre à propos de la montagne a porté ses fruits ?» D'abord, je pense que c'est important, Marie-Lise, de bien l'expliquer à tous ceux qui nous écoutent. Quand on pense aux stations de ski, on oublie l'importance de l'emploi qui est derrière. Les stations de ski dans notre région, c'est 150 000 personnes dont l'emploi dépend directement ou indirectement de tout ce qui est le dynamisme de nos stations, de nos villages de montagne, de tout ce qui se passe autour de l'hiver et de l'été. La décision qui a été prise de fermer, qui n'est pas la même que celle qui a été prise par exemple en Autriche ou en Suisse, elle a un impact catastrophique. J'ai passé la totalité de la semaine dernière à sillonner la totalité de nos massifs pour aller échanger directement sur le terrain. Et il y a notamment un témoignage qui m'a beaucoup marqué à Châtel, qui était un jeune entrepreneur qui venait de reprendre un hôtel familial, qui avait mis toutes ses économies et qui était en train de tout perdre. Et il était là avec ses saisonniers, avec des gens qu'il avait embauchés pour la saison et qui disaient nous, si lui perd son emploi, nous on perd notre emploi. Et les aides de l'État, ils les attendent toujours. Ma bataille, ça a été, avec beaucoup de détermination, mais en essayant d'être constructif, de rassembler tous ces témoignages. Aussi bien ceux du médecin de l'Alpe d'Huez, que les pharmacies, que les loueurs de ski, que tous ceux qui sont aussi dans des entreprises dont l'activité dépend de la montagne. Je pense à Rossignol, Salomon, des gens qui fabriquent des produits, et moi je préfère qu'ils soient fabriqués en France, et qui aujourd'hui sont en grave difficulté. On a eu une réunion avec le Premier ministre dans laquelle elle a abouti à un certain nombre de promesses et d'engagements. Donc, est-ce que ça a marché? Déjà, on a réussi à obtenir ça. Par exemple, les professions de santé, qui jusque-là étaient complètement oubliées, on a pu faire en sorte que les professions de santé soient enfin évoquées par le gouvernement dans sa politique. Maintenant, je vais vous dire les choses. Moi, je n'y crois qu'une fois que j'ai les dispositifs en main et que les gens auxquels c'est promis ont leur versement. Et donc, est-ce que ça a marché? Le seul moment où je saurais si ça a marché, c'est le moment où des gens qui aujourd'hui n'ont plus rien en trésorerie
sont au bord de la faillite, auront été vraiment aidés et se retrouveront avec des dispositifs d'accompagnement. Tant que je n'ai pas ça, je ne considère pas que le travail a été fait. Et nous, du côté de notre région, on est en train de réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les accompagner avec un plan qui soit spécifique à notre région. J'ai une question ensuite, qui est une question, j'ai plusieurs questions d'entre vous qui sont sur les vaccins. Je vais essayer de les traiter peut-être les uns après les autres. J'ai une question d'abord de Jean-Hugues. Qu'ont fait les Français pour qu'au pays de Pasteur, 120 ans après, on ne sache plus concevoir un vaccin? Quand va-t-on prendre conscience qu'il faut réarmer industriellement notre pays? C'est une question de Jean-Hugues. J'ai une deuxième question qui est une question de Chantal. Pourquoi notre région est-elle aussi mal desservie en vaccins? Alors, d'abord, sur la question de Jean-Hugues, pourquoi? D'abord, votre question, Jean-Hugues, elle est très bien faite. Parce que, et pour nous spécifiquement à Lyon, ça a une résonance énorme. On est dans une région qui a été une des régions moteurs dans tout ce qui a été le travail sur les vaccins, le travail sur la pharmacie, la grande émergence de tout ce qui était notre pays quand il rayonnait, avec des chercheurs, des industriels, des gens qui étaient capables de sortir des projets. Et aujourd'hui, si on regarde honnêtement, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine, ils ont tous sorti leurs vaccins, sauf nous. On est donc sans doute une des seules puissances industrielles qui n'a pas sorti son vaccin. Ben, je vais vous donner ma réponse. La première d'abord, c'est que ça fait trop longtemps dans notre pays qu'on ne défend plus les industries. Pourquoi ça me tenait à cœur aussi de faire cet échange avec vous sur un site industriel? Parce que je crois aux industries. Parce que quand on parle de développement durable, ben, le premier développement durable, c'est d'abord de fabriquer chez soi au lieu d'avoir des produits qui font 3 fois le tour de la planète. Et donc pour moi, le premier sujet de conviction, pour que notre pays réussisse, qu'il revalorise à nouveau le travail, il faut d'abord miser sur ces industries. La deuxième chose pour laquelle je pense que ça ne marche pas, c'est parce que dans notre pays, tout le monde sort le parapluie. C'est la culture de la protection et du principe de précaution. Et ça a été une grande folie de le mettre au sommet de la Constitution. Du coup, on ne prend plus de risques. Et je pense, et d'ailleurs ça a été expliqué, y compris par l'Institut Pasteur, sans doute par les choix qui ont été faits par Sanofi, ils n'ont pas été capables d'aller suffisamment vite, parce que maintenant dans notre pays, on va beaucoup trop lentement, beaucoup trop de précautions, personne ne veut prendre de risques, personne ne décide rien, et à l'arrivée, on ne va pas suffisamment de l'avant. Bon, vous le savez, ça c'est tout ce que j'essaye de combattre. Moi, je crois que pour qu'un pays avance, il faut avoir de l'audace, il faut avoir de l'envie, il faut prendre des risques. Quand on a distribué les masques dans la région à chaque habitant, à l'époque, le gouvernement expliquait qu'il ne fallait pas de masques. Et tout le monde m'avait dit « Oh là là, il ne faut pas distribuer de masques parce que c'est prendre beaucoup trop de risques. Derrière, notre responsabilité peut être engagée. » Quand on est un élu, il faut décider et il faut aller de l'avant. Et je pense sérieusement que c'est ce qui manque dans cette période. Il n'y a plus des gens qui sont capables de décider, qui prennent leurs risques, qui assument leurs responsabilités. Et voilà, moi ma conviction c'est que en raisonnant comme ça, le général de Gaulle il n'aurait jamais fait l'appel de Londres. Je le dis parce qu'en ce moment je suis en train de relire un peu une biographie là-dessus. Mais je le dis aussi en le pensant très sérieusement. Parce que ma conviction quand même, c'est qu'on s'enferme aujourd'hui dans une incapacité à décider et à trancher. Et qu'il manque à notre pays des décideurs. Il manque des gens qui, au lieu de varier en fonction des sondages, de l'humeur du temps, de ce qui se dit, assument leurs convictions au long cours. Et sont capables de les défendre quand ça va bien, quand ça va mal, quand ils sont critiqués, quand ils sont loués. La deuxième question que je ne veux pas écarter, c'était celle des vaccins. Sur les vaccins, c'est un exemple typique pour moi d'un pilotage qui est beaucoup trop administratif et beaucoup trop central. En fait, on nous interdit d'acheter des vaccins directement. Et donc, tout l'achat des vaccins a été bloqué uniquement au niveau des États. Donc, c'est 100% centralisé. Ici, je suis à Tarare, dans l'ouest rhodanien. Comment voulez-vous que depuis Paris, on arrive à organiser une campagne de vaccins qui est partout en France? Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est des méthodes qui sont des méthodes du siècle dernier. Et ma conviction, c'est que c'est un des problèmes de notre pays. Trop administratif, trop lourd, trop de règlements, trop peu de bon sens. Pourquoi on n'a pas assez de vaccins? Globalement, dans tout notre pays, c'est à cause de ça. Je vais vous prendre des exemples tout simples.
Est-ce que vous savez que, par exemple, ils n'avaient pas pensé à acheter des glacières, alors même qu'ils savaient que le vaccin devait être conservé dans le froid, et que donc pour organiser la chaîne du froid, juste, on manque de glacières, et que c'est un des problèmes qui font qu'on ne peut pas confier des vaccins à des médecins, parce qu'il n'y a juste pas le matériel pour pouvoir les stocker, les transporter. Et ils n'ont juste pas pensé à ça. Autre exemple, pour approvisionner les maisons de retraite, ils avaient décidé de faire 2 chaînes logistiques différentes qui se faisaient concurrence. Du coup, ça a été un foutoir insensé. Ils ont ouvert trop de centres de vaccins par rapport aux doses qu'ils avaient. À aucun moment, ils se sont posé la question du transport des personnes âgées. Vous avez des personnes âgées qui ont 80, 85, 90 ans. Elles ont peut-être des rendez-vous, mais comment se déplacer pour aller à son centre de vaccin? Parfois, sur certaines parties de notre région, et en France c'est pareil, vous avez 40-50 km entre le centre de vaccin où vous êtes et le lieu où vous habitez. Une personne âgée, elle n'a pas le métro à sa porte. Eh bien, ils n'avaient pas pensé à ça. Donc c'est pour ça que nous, au niveau de la région, on a décidé de prendre en charge une partie des frais de déplacement pour des personnes âgées qui vont se faire vacciner, le taxi, ou bien les bus de la région, ou bien le TER que les personnes peuvent prendre. Et vraiment, j'insiste dessus, le bon sens. Dans notre pays, pas assez de pragmatisme. On ne fait pas assez simple. On est très très bon pour faire des règles administratives, très très bon pour faire des arrêtés, très très bon pour faire des lois, plus ou moins bonnes. Mais alors, par contre, le bon sens, on n'y est pas. Dans les questions que vous m'avez posées, alors, question différente. Pourquoi on ne vous voit pas plus souvent sur les plateaux de télé? C'est une question de Josette sur Twitter. Josette, j'ai décidé de prendre un peu de recul, pour l'instant. Parce que je pense qu'en ce moment, la politique nationale s'abîme beaucoup dans des espèces de débats qui sont très déconnectés de ce que vous vivez. Parce que je pense que j'avais besoin aussi, moi, de retrouver mes repères, de me poser des questions, de m'interroger sur ce qui me portait, sur ce que je croyais, ce que je n'avais pas réussi. Et que j'avais besoin de me ressourcer en faisant des choses concrètes. Et de retrouver le vrai sens pour moi du politique, c'est-à-dire agir. Et donc j'avais besoin de prendre du champ aussi par rapport au fond à ce qui est juste des affrontements de paroles dans laquelle à l'arrivée j'avais l'impression de ne plus faire beaucoup bouger les choses. Donc j'avais besoin de ce temps. Ça changera. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. On est dans une crise qui est difficile et dans laquelle mon obsession, c'est d'essayer de protéger au maximum et de pouvoir juste être utile dans cette période du Covid qui est quand même très éprouvante pour tout le monde. Voilà. Mais je n'ai pas renoncé à mes convictions. Justement, j'ai une question de Sarah. Est-ce que vous avez vu l'intervention d'Éric Coquerel qui met en parallèle le voile islamique et le voile d'une mariée catholique? Qu'en pensez-vous? Sarah, cette intervention, elle est volontairement provocatrice, elle est indigne et surtout elle est tellement révélatrice de ce que porte au fond d'eux un certain nombre d'élus dans notre pays, notamment venant des mouvances d'extrême gauche, de l'islamo-gauchisme et aussi de toutes des mouvances qui sont autour d'Europe Écologie Les Verts. Ces tendances, je les connais bien parce que je suis amené très souvent à les combattre sur le terrain. C'est exactement le même genre de réflexes qui ont amené quelqu'un comme Éric Piolle, le maire de Grenoble, à subventionner pendant des années le CCIF, association qui travaille ouvertement pour l'intégrisme islamiste. C'est le même genre de réflexes qui ont amené, par exemple, sur la ville de Lyon, la quasi-totalité d'élus qui viennent de la gauche, à subventionner un soi-disant centre culturel musulman qui, en réalité, était financé et contrôlé par l'Arabie Saoudite. Et moi, j'ai refusé de mettre 1 euro dans cette structure. Et au fond, leur travail, c'est de dire le problème en France, c'est pas l'islamisme, c'est le catholicisme. Leur ennemi, c'est l'Église. L'islamisme circulé, il n'y a rien à voir, pas de problème. Aucun souci là-dessus. Et on a comme seul opposant les méchants catholiques qui dénaturent notre pays. Mais au secours. Pendant combien de temps est-ce qu'on va laisser des gens comme ça faire des interventions qui sont aussi absurdes et qui tirent vers le bas notre République? Alors il ne faut pas que ce soit eux qui gagnent. Parce que quand on les entend, on en est abasourdi. Mais la réalité, c'est qu'ils ont bien un plan derrière. La réalité, c'est que ce qui pousse, c'est bien le communautarisme.
La réalité, c'est que ceux qu'ils veulent voir réussir dans notre pays, c'est bien une forme d'intégrisme sur laquelle ils s'appuient pour pousser la destruction de valeurs qu'ils ne peuvent pas supporter. Moi, ma conviction, elle est toujours la même. Vous savez que j'ai souvent payé le prix fort pour la défendre. Notre pays a une histoire. Notre pays a une identité. Cette identité, je ne veux pas qu'on la renie. Je ne veux pas qu'on en ait honte. Je ne veux pas qu'on fasse des comparaisons qui n'ont absolument aucun sens. Et dans laquelle vous avez des gens qui osent expliquer que le port du voile qu'on impose parfois à des gamines qui sont encore adolescentes, avec une doctrine dernière qui peut reposer parfois sur des principes extrêmement agressifs par rapport à la place de la femme, serait la même chose que le port du voile volontaire lors d'une cérémonie religieuse, d'un mariage. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Alors juste une chose, on n'a pas le droit que ce soit eux qui gagnent. On n'a pas le droit que ce soit des gens comme ça, qui imposent leur vision de notre pays. Et je suis convaincu qu'il y a dans notre pays une majorité silencieuse qui pense très fortement ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne aussi le micro de la même manière, pour dire que ce ne sont pas des gens comme ça qu'on veut voir réussir. Voilà, ne prenez pas à la légère des interventions comme celle-là, parce qu'au-delà de leur volonté de provoquer, il y a un vrai travail, qui est un travail de leur part, pour essayer de pousser leurs idées. Alors, je vais juste... Hop. Alors, j'ai une question suivante parce que qui m'est posée, qui est une question de Thomas sur quel est votre roi de France préféré. Elle m'a fait sourire cette question parce qu'en fait c'est un débat qu'on a souvent, enfin pas souvent, mais c'est un échange que j'ai parfois eu avec mon fils, qui est passionné d'histoire de France, Baptiste. Et souvent on a cet échange en disant tiens, quel est le roi de France que tu considères être le plus talentueux? C'est une belle question parce qu'en fait, elle nous rappelle d'abord qu'on vient de quelque part. Ensuite, c'est une belle question parce qu'elle renvoie aussi à une certaine vision de ce que c'est que de s'occuper de notre pays. Et au fond, si je devais répondre à ça, il y a deux rois, moi, qui me marquent. Qui ne sont pas forcément ceux auxquels vous penseriez intuitivement. On pourrait citer Louis XIV, on pourrait citer Saint-Louis. Ma fille adore Henri IV. Elle, c'est son roi préféré. Mais il y a deux rois que j'aime beaucoup et qui sont souvent un peu méconnus. Le premier, c'est Louis XI. C'est un roi extraordinaire et qui en plus a été en partie dans notre région puisqu'il était dauphin et c'est lui qui en fait s'occupait du Dauphiné. Louis XI, c'est un roi qui lutte notamment contre toute la volonté de tout ce qui va être ensuite l'empire de Charles Quint qui est à nos portes et qui essaye de laminer et de faire exploser en petits morceaux le royaume de France. Il va d'abord commencer par redresser les finances du pays, parce qu'il avait parfaitement compris que si un pays est en ruine, il ne peut rien faire. Et ensuite, partant de là, il va construire le rayonnement à nouveau de la France en misant beaucoup sur les industries, les manufactures. Les industries, le terme n'est pas adapté à l'époque, mais notamment la production de manufactures et réenrichir notre pays. Le deuxième roi que j'adore, c'est Philippe Auguste. Philippe Auguste, c'est le roi de Bouvines. Et Philippe Auguste, il correspond sans doute à ce qui est une partie de ma conception de la politique. C'est le roi qui refuse de céder. C'est le roi qui ne cède jamais face à la fatalité. C'est celui qui fait face à une coalition qui est absolument impitoyable et qui va des comtes de Flandre jusqu'au grand empire, au Saint-Empire romain germanique et qui cherche à écraser la France. Et juste avant la bataille de Bouvines, il mobilise toute son armée et il leur dit « on ne baisse pas les bras, nous n'avons pas le droit à l'échec ». Et il réussit à faire ce sursaut au royaume de France alors que tout semblait perdu. Et moi, j'aime ces moments. J'aime ces moments où, au fond, et c'est sans doute ça qui m'a amené vers la politique, où alors qu'on se dit que tout semble perdu, on refuse de renoncer. On va jusqu'au bout de ce qu'on a au fond de nous, de ce qui nous porte, de ce qui est au fond de ce qu'on veut pour notre pays. Philippe Auguste, sa vision, c'était un royaume de France qui installait son indépendance, son autonomie, sa force dans l'Europe du Moyen-Âge de l'époque. Et il arrive à aller jusqu'au bout de sa vision. Il arrive à faire sortir la royauté de la tutelle des grands féodaux qui la tenaient sous son empreinte. Philippe Auguste, pour moi, c'est le grand roi. C'est celui qui ne cède pas à la fatalité. C'est celui qui, jusqu'au bout, fait face et qui finit par renverser le cours du destin. Eh bien, vous voyez, vous me posiez des questions là-dessus. Pour moi, c'est les mêmes questions. Notre pays n'est jamais fini. Le déclin industriel, il n'y a pas de fatalité. On peut avoir des schématax comme ce que j'ai derrière moi. Le fait de se résigner à ce que ce soit l'intégrisme ou le communautarisme qui gagne dans notre pays, ça n'est jamais fini.
Le fait d'accepter l'insécurité, non, il n'y a pas de fatalité là-dessus. La seule question, c'est ce qui vous porte, ce que vous avez au fond de vous. Jusqu'où vous êtes prêt à aller. Le prix que vous êtes prêt à payer pour défendre vos convictions. J'ai une question qui m'est posée par Bernard, qui est une question du Cantal. Quelle va être votre intervention pour sauver le groupe Lapeyre et surtout l'usine de fabrication située à Ide dans le Cantal? Bernard, je me suis occupé aujourd'hui d'une entreprise du Cantal, qui n'est pas à Ide, mais qui est Biose, qui est à côté d'Aurillac. Entreprise qui travaille notamment dans le domaine de la santé, avec les micro-organismes. Donc comment soigner nos corps sans passer par des particules chimiques. Je suis très attentif à cette question des entreprises qui sont notamment sur nos départements un peu plus ruraux, parce que c'est elles qui tiennent le territoire. Donc ce dossier-là, je ne l'ai pas en tête. Et donc c'est très bien que vous puissiez me le mettre. Et je vais essayer de voir tout de suite en mettant mes équipes sur le sujet. Vous voyez, c'est pour moi intéressant d'avoir un retour comme ça. Je vois bien les difficultés que peut avoir le groupe Lapeyre. Je vais essayer de me renseigner et peut-être qu'on reprendra contact avec vous pour avoir un tout petit peu plus de détails. J'ai une question de Pierre-Antoine qui est très impertinente. Quel est votre prochain objectif en temps pour les 15 km du Puy? Alors, les 15 km du Puy, pour ceux qui ne savent pas, c'est une course qui a lieu le 1er mai, tous les 1er mai au Puy-en-Velay, qui est une course qui est autour de la ville. C'est une course que j'aime beaucoup. En plus, elle permet vraiment de découvrir tous les sites de la ville du Puy parce qu'on tourne autour du rocher de Saint-Michel d'Aiguille, on passe au pied de la cathédrale, ensuite on passe derrière le jardin Henri Vinet. C'est vraiment une course que j'adore, elle est très populaire et elle est mélangée entre des coureurs hyper amateurs et évidemment des très très gros sportifs de haut niveau. Donc j'espère surtout qu'elle pourra se tenir, elle est faite par plein de bénévoles. Du coup, je n'ai pas répondu avec une bonne langue de bois à la question de l'objectif en temps. D'habitude, je fais autour d'1h15, ce qui n'est pas super. Mais là, ces temps-ci, je m'entraîne pas mal en courant, donc j'espère pouvoir peut-être descendre un petit peu en dessous. Voilà, je ne suis pas sûr que ça vous passionne tous. Qu'est-ce que j'ai comme question autre? J'ai beaucoup de questions sur la situation des étudiants. Je pense que tous ceux qui sont parents en ce moment sont extrêmement inquiets. On a une situation de nos étudiants qui est extrêmement difficile. Et quand je dis les étudiants, souvent on pense juste à ceux qui sont à l'université. Non. On a ceux qui sont à l'université, qui sont en situation extrêmement difficile, ceux qui sont dans leurs études post-bac. Mais c'est une situation aussi qui peut être très difficile, lycée, collège, avec comment arriver à s'organiser alors même que vous avez, par exemple, le cours en présentiel 1 semaine sur 2. C'est aussi, je pense, quand on refait tous, voilà, quand on refait ce qu'était notre vie à cette époque, des grosses difficultés. Parce que, voilà, c'est quand même le moment où vous avez vos amis, c'est le moment où on crée sa vie sociale. Et en ce moment, ils en sont complètement privés. Et puis, je ne voudrais pas l'oublier, c'est des situations, et c'est sans doute là-dessus que nous, on doit se concentrer, de très grande détresse sur les finances, sur l'accès au stage, sur le fait de trouver une place en alternance. Ce matin même, j'en parlais avec un ami qui est très impliqué sur ces questions et qui me disait « Laurent, on ne peut pas rester les bras croisés. On a des étudiants qui s'adressent à nous qui ne trouvent plus aucun stage. On a des étudiants, et j'ai été amené à faire beaucoup d'interventions pour venir en aide à des familles où juste toute la formation risquait d'être plantée parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de place en alternance. Un de mes amis, qui est pompier volontaire à Monistrol-sur-Loire, avait par exemple un de ses enfants qui était en fin de parcours et juste toute sa formation risquait de tomber par terre parce qu'il ne trouvait pas de place en apprentissage sur une entreprise. Donc j'ai demandé à mes équipes de se mobiliser pour qu'on puisse mettre en place un plan à l'échelle, en tout cas de notre région, pour essayer de mettre en place de réserver des places en alternance, en stage, en apprentissage, pour des élèves qui aujourd'hui sont en galère. Et vous voyez, par exemple, quand on a fait la campagne de test, une des choses qui me tenait à cœur, c'est qu'on puisse proposer à des élèves notamment qui sont en fac de médecine, de pouvoir intervenir et nous donner un coup de main sur la campagne des tests et d'être rémunérés. Parce que je sais trop qu'en ce moment, il y a plein de petits jobs qui ont disparu et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc on est en train de travailler là-dessus pour voir comment venir en aide à toute une partie de nos étudiants qui sont en très grosse difficulté.
Et je vous remercie d'avoir été nombreux à me poser les choses et à me poser des questions là-dessus. J'ai une intervention de Frédéric. Je la lis parce que c'est gentil et puis ça fera plaisir à mes équipes qui me met. On a pu bénéficier du prêt à taux zéro de la région et je vais pouvoir investir aussi sur un site internet. Merci à toute l'équipe de la région pour son aide. Merci Frédéric. Je pense que vous ne devez pas avoir forcément une grosse entreprise et une des choses auxquelles on a veillé nous, c'est vraiment de venir en aide à tous ceux qui sont oubliés dans cette crise et notamment tout ce que j'appelle l'économie de proximité. Toutes les petites structures. Et souvent dans notre pays, on pense à Airbus, mais on ne pense pas aux petites structures. Et ceux qui font l'emploi, c'est souvent nos petites structures. Les petits commerces, les petits artisans, les petites PME, les startups qui sont à la base de notre économie et qui sont souvent oubliés. Alors là, vous ne le voyez pas, mais juste à côté de moi, on a une partie des masques qui ont été faits et qui ont été faits par une toute petite PME de 14 salariés, hyper techniques, et qui a réussi à le mettre en place. Des gens comme ça, je ne veux pas qu'ils soient par terre. Je ne veux pas qu'on les perde. J'ai une question me demandant un conseil de lecture en ce moment. Il y a un roman qui est un peu un roman d'utopie, de dystopie, je crois que c'est le terme technique qu'on utilise, qui pourra peut-être vous plaire, c'est Civilisation, avec un Z. C'est un roman qui est sorti en 2019 et qui est un roman qui invente l'histoire en sens inverse. Christophe Colomb, en 1492, ne découvre pas l'Amérique. En revanche, les Incas, qui ont récupéré les chevaux par le biais des Vikings qui avaient débarqué en Amérique du Nord, eux débarquent en Europe en 1530. Et ils font s'effondrer toute la civilisation européenne parce que c'est eux qui ont l'audace, c'est eux qui ont l'innovation et c'est eux qui gagnent. C'est un roman que j'adore d'abord parce que ça vous plaira, c'est une lecture qui est agréable. Ensuite, parce qu'il m'a été conseillé par quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un roman qui peut vous plaire parce qu'au-delà du côté très agréable de la lecture, il pose quand même une question. Une civilisation, c'est mortel. Et si on ne se bouge pas, si on ne se réveille pas, si on n'ouvre pas les yeux, si on ne réagit pas, une civilisation, ça peut mourir. Et ça, je ne veux pas qu'on l'oublie. Parce que je pense très sérieusement qu'en ce moment, si on ne redresse pas notre pays, si on n'organise pas cette renaissance de la France, eh bien on finira par mourir et par sortir de l'histoire. Et notre pays ne sera plus celui qu'on aime. Et on se réveillera un jour en se disant, mais on l'a changé. Comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Comment est-ce qu'on a pu ne pas réagir? Moi, je ne veux pas que ce jour vienne. Et si je me bats, c'est pour ça. C'est parce que ce que je veux, c'est faire partie de ceux qui feront la renaissance de notre pays et qui lui permettront de repartir sur les bases auxquelles on tient. Voilà, ce qui me meut, c'est ça. Et si jamais vous lisez ce livre, peut-être que vous y verrez des échos. J'ai une question de Daniel qui est, pendant le premier confinement, la région avait aidé les centres équestres. Depuis, est-ce que nous pouvons avoir droit à une seconde aide? Daniel, j'aime bien que vous me posiez cette question et c'est bien parce qu'elle renvoie également à la question que j'essaye de retrouver, celle que j'ai évoquée de Bernard. J'étais précisément, je vous l'ai dit, dans le Cantal dimanche pour aller échanger avec ceux qui sont notamment autour de la station de ski du Lioran. Et juste avant, j'étais dans un petit endroit que j'aime beaucoup à Chalinargues, où il y a Sébastien, qui est une personnalité que j'admire énormément, très courageux, qui est un homme de cheval, et qui a monté un centre équestre qui est auprès du lac du Pêcher. C'est un endroit magnifique, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment superbe. C'est des paysages que moi j'aime beaucoup, qui sont typiques de certains paysages de notre région. On est sur un plateau avec des paysages très vastes, très ouverts. Et il a monté ce centre équestre avec énormément de courage en partant de rien. Sébastien, c'est quelqu'un que je veux aider. Il a notamment comme projet de continuer à développer son infrastructure. Il fait partie de ces gens pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'ils appartiennent à cette France qui travaille, qui bosse dur, qui essaye de le faire en s'en sortant dans des conditions parfois pas faciles. Je ne suis pas sûr qu'à la fin du mois, il gagne beaucoup, mais il a la dignité de ceux qui ont beaucoup de courage et qui avancent. Et du coup, je vais essayer de regarder, Daniel, parce que je trouve que c'est une bonne question. Vous voyez, je note à côté de ce que vous m'avez mis sur ID. Ça fait partie de deux bons thèmes que vous m'avez posés. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez une série à conseiller pour les longues soirées de couvre-feu?
il y a une très bonne, il y a une très bonne série que j'aime bien qui pourra peut-être vous faire, enfin qui est une série assez forte. C'est Fauda, qui est une série qui est pas caricaturale, qui montre bien les deux côtés du sujet, qui se passe à la fois en Palestine et en Israël, et qui est sur la question de la lutte contre le terrorisme. Elle n'est pas caricaturale. Je trouve que elle ne caricature pas ni les musulmans, ni les Israéliens, et elle essaye de faufiler un chemin que j'aime bien. J'ai une question de Paul. Vous êtes allé dans un lycée de Lyon où les violences sont courantes. Que faire? N'y a-t-il pas aussi un laxisme dans la culture de l'éducation nationale? Paul, c'est un déplacement qui m'a beaucoup marqué. C'est le lycée qui est à la Duchère sur Lyon. Je m'y suis rendu, vous l'avez peut-être vu, parce qu'un professeur qui est dans sa salle de classe avait dit bah, maintenant sortez vos copies, on va faire une évaluation. S'est retrouvé bombardé avec un jet de pierre à l'intérieur de sa salle de classe et avec les élèves qui se sont mis en rébellion et ont refusé de faire l'évaluation. C'est un fait divers qui malheureusement n'est pas un fait divers. C'est-à-dire que juste, c'est la réalité pour beaucoup des enseignants dans notre pays et pour beaucoup d'élèves de notre pays qui subissent une dégradation juste des conditions de leur enseignement. Dans ce lycée, il y a parfois certaines incursions. Il est très fréquent que les élèves qui sortent là se fassent racketter sur leur téléphone portable. J'ai eu un échange qui m'a beaucoup marqué avec une des élèves qui, dans la foulée, a monté une mobilisation sur les réseaux sociaux pour dire stop à la violence et qui m'a expliqué comment est-ce qu'elle s'était fait traiter de sale pute et environnée par 5 gamins qui ne devaient même pas être au collège et qui ont été à la limite de la rouée de coups parce que la tenue qu'elle portait leur convenait pas. C'est en France. Et malheureusement, ce n'est pas le lycée de la Duchère, uniquement. Et malheureusement, ce n'est pas uniquement dans certains de nos quartiers en difficulté. Aujourd'hui, si vous me demandez ce qui sont mes 3 principaux sujets de préoccupation, évidemment, 1, la santé, 2, l'emploi, et 3, globalement, les questions régaliennes de sécurité. Je ne peux pas me résigner à me dire qu'on a parlé du pays de Pasteur, on est le pays de Jules Ferry, que l'école de la République, qui était un sanctuaire, qui prenait des enfants en leur disant « si jamais vous vous donnez du mal, la République sera à vos côtés pour vous permettre de réussir », soit devenu un endroit dans lequel maintenant, vous allez dans un lycée avec des élèves qui viennent me voir et qui me disent « on a peur quand on pousse la porte du lycée ». Nous, on va essayer d'agir. On va donc investir pour protéger le périmètre du lycée. On va mettre des caméras de vidéoprotection. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais ça nous est demandé. Et juste, je me permets quand même de le dire, ce projet, on l'avait proposé il y a 4 ans à ce lycée. À l'époque, un certain nombre de personnes de sensibilité bien marquée d'extrême gauche avaient dit « quelle horreur, vous voulez transformer le lycée en bunker ». Ils se sont opposés, ils m'ont fait perdre 4 ans. Aujourd'hui, quand j'y suis allé, les mêmes disaient « bon, bah, finalement, c'est peut-être vous qui avez raison ». Je regrette qu'on continue à avoir des gens qui sous-estiment les questions de sécurité. Assurer la sécurité de nos enfants, de nos élèves, faire en sorte que les écoles, nos collèges, les lycées soient des sanctuaires, c'est indispensable. Et ceux qu'il faut protéger, c'est plus particulièrement les élèves de milieux modestes, qui, eux, attendent que l'école leur permette de réussir. Et ça m'a marqué parce que j'ai eu un échange dans une des salles de classe, et au premier rang, il y avait une jeune élève dont la famille était sans doute originaire de l'immigration. Et à la fin, elle est venue me voir et elle m'a dit « moi, Monsieur Wauquiez, je veux m'en sortir et je veux réussir en travaillant. Et la seule chose que je vous demande, c'est de faire en sorte que dans le lycée, ça se passe bien pour que des élèves comme moi, qui juste essayent de faire les choses bien, on ne soit pas injuriés, insultés et rackettés. Juste ça. » Bah, son témoignage, il était assez poignant et c'était assez émouvant. Et je voyais bien qu'il y avait chez elle cette envie de s'en sortir. C'est quand même notre devoir de faire en sorte que des gens comme ça puissent réussir. Peut-être une dernière question de Sandrine. Je me demandais si vous changeriez quelque chose si vous étiez en ce moment à la tête des Républicains par rapport à la première fois. Sandrine, dans la vie, il ne faut jamais avoir de remords. Il faut toujours regarder vers devant. Il ne faut pas avoir d'aigreur. Pour moi, ça a été des moments durs. Parce que bien sûr, il y a eu des trahisons, il y a eu parfois des coups de poignard dans le dos. Il y a une chose, en tout cas, Sandrine, que je ne changerai pas, c'est mes convictions. Il y a une chose que je ne changerai pas, c'est les valeurs que je défends. Je sais que dans notre pays, quand on défend un certain nombre d'idées,
on est immédiatement critiqué, caricaturé. Et s'il y a une chose sans doute que je changerais en revanche, c'est que j'ai trop prêté le flanc à cette caricature. Et que quand on défend les idées qui sont les miennes, celles que j'espère que vous partagez, il faut être extrêmement vigilant. Parce qu'à la moindre erreur, vous avez toute une meute qui vous tombe dessus, parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent tuer, c'est vos idées. Et que parce qu'ils n'ont pas le courage de s'attaquer aux valeurs qu'on défend, celles auxquelles on est attaché, alors ils préfèrent tuer les personnalités parce que c'est plus facile. Au fond, s'il y avait une chose sans doute que je changerais, c'est que je pense que j'ai pas suffisamment mis en avant des gens qui avaient le courage de porter ces convictions. Et que j'ai trop gardé des personnes qui varient en fonction du vent, qui sont prêts à être achetés en fonction du premier poste qui est offert. S'il y avait une chose que je changerais, c'est sans doute uniquement de prendre les pêcheurs de l'île de Sein. Les pêcheurs de l'île de Sein, ça a été les premiers à répondre au moment de l'appel du général de Gaulle. Et je pense que quand vous faites de la politique, il y a beaucoup de gens qui sont des opportunistes. Et ceux-là, c'est les pires, parce qu'ils vous tirent vers le bas. Et je me suis laissé tirer vers le bas. Donc s'il y a une chose que je changerais, c'est ça. Voilà. Pour le reste, sur mes convictions, je ne changerai pas. Merci à tous. Merci encore de votre intérêt, de votre participation. Et puis, j'aurai plaisir à vous retrouver parce que pour moi, c'est aussi c'est des moments que j'aime beaucoup et c'est précieux pour moi de vous entendre. Enfin, de vous lire plutôt. Merci à tous.